Je suis Gérald Delplace, je suis le responsable d'Imperva pour l'Europe du Sud. Sur cette conférence, on tient à mettre l'accent sur le cas d'usage d'un client, plutôt que de parler de nous principalement. Donc je pense que les cas d'usage sont les plus instructifs pour ce genre de conférence. Au-delà du cas client, je dirais, parce que bien souvent, nous, dans notre business, on a une réflexion par rapport au client, une réflexion business, mais moi, ce qui m'importe, et à la société Imperva, c'est d'avoir une relation plutôt de partenariat avec nos clients. Et ce cas d'usage sera très révélateur de quand on a cette mentalité pour un éditeur. Je pense que c'est le rêve de beaucoup d'éditeurs d'avoir le type de client dont on va parler. C'est de pouvoir développer des produits qui correspondent à de vrais besoins. Okay, parce que bien souvent, les développeurs se font plaisir, développent des choses très intelligentes, etc. Mais on n'est pas souvent en adéquation avec le besoin client. Donc c'est pour ça que cette expérience-là, elle est très intéressante. Et vous allez voir aussi qu'au-delà de cette partie business, on a réussi à sauvegarder, je dirais, l'image du client final et en même temps à lui permettre de gagner de l'argent. Alors c'est lui qui le dira, on verra comment. Et juste, en 2 minutes, juste avant, je dirais de parler de ce cas d'usage, je voudrais juste repositionner Imperva au sein de la cybersécurité. Parce que bien souvent, les gens nous connaissent pour, je dirais, la partie application et sécurisation des applications. On est numéro 1 dans le Gartner depuis 7 ans, mais on ne nous connaît pas sur la totalité de nos solutions. Donc c'est juste pour repositionner ça et après passer directement au cas d'usage, si tu me permets. Oui, bien sûr. Donc, de plus en plus de sociétés, grâce peut-être ou à cause de la pandémie, ont été obligées d'accélérer leur transformation digitale. Aujourd'hui, on vous demande de fournir plus à vos clients, à plus de clients, mais avec des moyens parfois restreints. Donc, gérer le risque dans ce type de contexte est devenu quand même très difficile. Le risque est forcément plus important, puisque vous avez des données qui sont réparties, je dirais maintenant, on va parler aussi de l'hybridation en fait, du système d'information. Donc, on vous demande aussi de réagir plus rapidement, mais les méchants, eux aussi, utilisent les dernières technologies et s'adaptent très vite. Et en même temps, la somme, je dirais, des transactions qui sont faites aujourd'hui permettent justement à ces malveillants de passer un peu inaperçus dans tout ce trafic. Donc, l'ancien modèle au niveau du SI, c'était simple. Des applications monolithiques avec leur propre base de données au sein d'un data center. Donc, c'était simple de sécuriser la partie applicative et de sécuriser les accès qui faisaient quoi avec les données. Donc, ça, c'est le modèle, l'ancien modèle. Aujourd'hui, tout le monde a basculé pratiquement sur un modèle hybride. Okay, on n'a pas tout jeté, mais pour des raisons d'efficacité, de rapidité, de bande passante aussi parfois. Donc on a un réseau hybride. Tout le monde n'est pas au même niveau, okay, dans cette structuration, mais c'est la réalité. Adaptation aussi aux nouvelles technologies, etc. Bon, et bien souvent, on a parfois même moins de ressources humaines pour faire tout ça. Donc, complexité en termes de fragmentation du SI. Plus vite.
le vrai besoin de vos entreprises. Donc c'est effectivement d'unifier toutes ces briques applicatives, d'être beaucoup plus précis et réactif pour déterminer le bon du mauvais. Et puis aussi, c'est d'avoir une expertise un peu plus poussée. Donc nous, ce qu'on propose au sein d'Imperva, c'est effectivement de superviser et d'unifier justement toutes ces briques applicatives. Et on propose effectivement, vous allez voir rapidement toute la ligne, parce que les méchants, l'endroit privilégié pour venir au sein de votre réseau sont les applications. Okay, et pour faire quoi? Pour aller extirper des données et les monétiser. Donc, on est capable de sécuriser la périmétrie sur les attaques DDoS, sur le DNS, le CDN, pour arriver sur la sécurisation des applications, avec tout un tas de briques aussi, dont on parlera, cette brique ABP, qui est effectivement la sécurisation au niveau des bots, contre les bots. Donc ça, c'est le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Et puis, tout ça pour aller jusqu'aux données, pour effectivement contrôler qui accède à quoi, et donc corréler tous ces événements pour pouvoir faire en sorte que les experts ou le SOC se concentrent uniquement sur ce qui est dangereux et non sur les 70% de bruit. Okay, parce que, encore une fois, les ressources humaines sont de plus en plus difficiles soit à investir dans vos entreprises ou ne serait-ce que j'ai raté quelque chose tout à l'heure, mais sur les grandes entreprises, vous avez plus de 75 outils de sécurité à gérer, sans compter la partie, je dirais, console de management, et donc après, expertise sur les alertes, etc. Donc c'est ingérable. Donc ça, on sait le faire et on sait apporter même du service au-dessus de cette brique d'analytique en termes de remédiation. Donc vous voyez, Imperva, ce n'est pas que du WAF. Ça, je le passe, parce que ce qui est important, on a effectivement les cabinets d'experts nous reconnaissent en tant que leader sur chacune de ces solutions. Mais ce n'est pas ça le plus important. Ce qui est pour nous le plus important, c'est justement le témoignage de nos clients. Vous expliquer comment on a réussi à établir, grâce à la relation de partenariat, je dirais un vaccin. Alors je me suis amusé à parler de vaccin parce que bon, tout le monde en parle aujourd'hui, mais c'est un vrai vaccin qui a permis à Amadeus effectivement de pouvoir contrôler tout ce qui se passait, parce que vous allez le voir, bien souvent on a des bots malicieux, mais dans le cas d'Amadeus, ce qui était intéressant, c'était de voir que des transactions apparemment légitimes, sur lesquelles c'est compliqué de détecter des vulnérabilités ou quoi que ce soit, sont des transactions légitimes, mais ça avait un impact financier tellement énorme que ça aurait pu dégrader premièrement l'image de la société, mais surtout les finances de la société. Donc voilà, alors n'hésitez pas, après ça je vais laisser la parole à Olivier, n'hésitez pas à passer nous voir sur le stand de B17 et surtout de communiquer vos coordonnées chez nous, parce qu'on fera un tirage au sort et on aura un gagnant. Alors comme vous n'êtes pas trop nombreux, vous avez beaucoup plus de chance, mais un gagnant Relais Château pour un week-end Relais Château. Voilà, donc je laisse Olivier maintenant nous parler du vaccin Imperva. Merci Olivier. Merci Gérald. Donc moi c'est Olivier, je suis responsable du SOC Amadeus, le Global SOC qui inclut le SOC lui-même, mais aussi le CERT et l'équipe anti-fraude. Et comme Gérald l'a dit, donc aujourd'hui je voudrais vous faire un retour d'expérience, vu qu'on est client en fait Imperva depuis plusieurs années, hein. On utilise pas mal de leurs produits.
entre autres pour sécuriser la plupart des sites internet, les sites web que l'on fournit à nos clients, en particulier les airlines, donc les compagnies aériennes. Donc on a pris un parallèle qui est peut-être un peu facile, hein, celui de la pandémie, mais il y a une bonne raison. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une bonne partie du trafic web provient de robots, et je ne parle pas des robots qu'on pourrait dénommer comme les goodbots, donc les robots bienveillants, mais plutôt les autres, donc ceux qui ont des intentions beaucoup moins légitimes. Et il faut savoir que dans notre secteur, donc Amadeus, c'est une entreprise de services informatiques pour le domaine travel, pour les compagnies aériennes, les aéroports, etc. Et dans le domaine travel, les bad-bots, donc les robots malveillants, sont omniprésents. Et surtout utilisés dans toutes sortes de scénarios de fraude, ou en tout cas d'abus, clairement. Le web scrapping est sans doute le numéro 1, mais bon, on ne se bat pas que contre les robots qui font ça, hein. Il y en a également plein d'autres. Il faut savoir aussi qu'une grosse partie de ces robots ne sont pas simples à identifier. Donc ils imitent parfaitement des comportements humains. Et avec le Covid, on a vu un effet d'augmentation significative, d'où c'est un peu ce parallèle qu'on a fait avec cette pandémie, hein. Donc juste pour rappeler rapidement Amadeus pour ceux qui ne connaissent pas, mais donc comme j'ai dit, c'est une entreprise globale, hein, qui fournit des services IT pour le global travel, pour faire simple. On figure donc dans le top 10 apparemment des entreprises software. Faut savoir que quand vous voyagez, il y a de fortes chances que à certaines étapes de votre voyage, forcément, votre réservation ou votre booking sera processé sur l'une de nos plateformes. Par exemple, ça, c'est les chiffres d'avant Covid, bien sûr. Donc, avec le Covid, on a vu, bon, évidemment, un impact assez important. Mais toutefois, avant Covid, on était à plus de 600 millions de bookings qui étaient processés sur nos plateformes. Et vous voyez donc près de 2 milliards, un peu moins de 2 milliards de passagers qui avaient utilisé soit les plateformes Amadeus ou Navitaire, qui fait partie également d'Amadeus. Alors donc ça c'est nos clients, donc comme j'ai dit, hein, donc les compagnies aériennes, les aéroports, les agences de voyage. Il faut savoir qu'Amadeus a été créé par des compagnies aériennes, mais maintenant on s'est étendu et on fournit des services IT à la plupart des acteurs du secteur travel. Donc vous les voyez là, hein, donc même les compagnies de location de véhicules, les chaînes d'hôtels, etc. Donc pour revenir, voilà, pour revenir à notre problème, comme j'ai dit auparavant, la fraude dans l'industrie du voyage est omniprésente. Et là, j'ai repris un diagramme qui présente un peu le cycle de vie pour le passager qui cherche peut-être la destination prochaine, donc Inspire, qui va utiliser des outils informatiques pour chercher la destination future où il aimerait partir, jusqu'au moment où il va réserver, où il va changer la réservation, changer les dates peut-être, hein, donc il va gérer en tout cas son booking, puis il va prendre son vol, etc., etc. Donc on fournit des solutions pour chaque étape de ce cycle de vie, mais il faut savoir qu'on voit énormément de scénarios de fraude vraiment à chaque étape. Alors pourquoi maintenant les robots? Il faut savoir que les robots sont présents dans la plupart de ces scénarios. C'est vraiment un couteau suisse utilisé par les fraudeurs pour perpétrer finalement, enfin, ou pour implémenter la plupart de ces scénarios de fraude. Il faut savoir qu'on se bat en fait contre ces robots malveillants depuis plusieurs années, depuis facilement 5 ou 10 ans, mais à part qu'il y a 5 ans, ils n'étaient pas aussi sophistiqués. Mais depuis 2 à 3 ans, on voit une évolution hyper rapide. Les acteurs, donc les fraudeurs, ou en tout cas les groupes de personnes qui opèrent tous ces botnets, ont clairement élevé la barre depuis quelques années. Et si on voyait, il y a encore 3-4 ans, des robots très simples qu'on pouvait identifier avec des outils comme, même, disons, un WAF, actuellement, c'est plus possible. Il faut vraiment des outils spécialisés.
Tout simplement parce que les robots de la génération 4 ou 4+, sont capables d'imiter un utilisateur normal qui va avec Chrome sur un site web d'Air France ou de Lufthansa. Il se comporte a priori bien, donc il est quasiment impossible de le distinguer si on n'a pas des outils qui, comme on va le présenter donc, par après, des outils qui sont fournis par Imperva, entre autres, qui permettent d'identifier, d'aller inspecter en fait chaque client, de faire un fingerprint et de se rendre compte que finalement, c'est peut-être pas un humain, c'est un navigateur, oui, certes, mais un navigateur qui est piloté par un robot ou par un botnet. Ah oui, donc juste avant, ce qu'on a vu en plus comme évolution, si je reviens juste 30 secondes, c'est que la défense traditionnelle, c'est de présenter des captchas. Sauf que les captchas, actuellement, ça ne marche plus, ou ça ne marche plus trop, tout simplement parce qu'il existe des services online qui coûtent presque rien, en fait, que les opérateurs de botnet utilisent à très grande échelle, qui permet de résoudre les captchas. Donc là, vous avez une image, par exemple, de captcha farm, qui existe réellement. Hein. Donc c'est souvent dans les pays comme l'Inde, les pays où la main-d'œuvre ne coûte presque rien, où ils engagent en fait des gens payés, bon, bien sûr une misère, pour résoudre les captchas finalement du matin au soir. Donc on a même sur les forums où on s'est baladé, on a vu énormément de posts, d'activités autour de ça. Donc il y a réellement, tout ça pour dire, il y a vraiment un business model autour de ces botnets, parce que les fraudeurs, ils se rendent bien compte que c'est très très utile en fait pour eux. Donc là on le voit, ils demandent de l'aide pour bypasser Distill ou d'autres solutions contre les robots. Alors pour expliquer un peu, oui, pourquoi on a tellement de robots finalement dans notre secteur. Ouais, il faut savoir que les tarifs sur les vols que les compagnies aériennes publient sur leur site web sont des données qui ont une vraie valeur. Et il y a pas mal de groupes ou d'entreprises qui basent tout leur business sur ces données-là. Donc en haut, on a par exemple, donc là j'ai mis autour donc au centre, vous voyez en fait l'architecture ou l'écosystème qu'on fournit. Donc souvent on a un portail web qui est souvent opéré par la compagnie aérienne, et ensuite nous ce qu'on fournit c'est le moteur, ce qu'on appelle le Booking Engine, donc c'est le moteur vraiment de réservation. Alors autour j'ai mis quelques acteurs, quelques familles de sponsors de l'activité robotique. Alors en haut on peut commencer par les agences de voyage. Il faut savoir que certains acteurs dans le domaine travel, tels que parfois même des agences de voyage, ont besoin de énormément scraper. Donc ils vont envoyer des robots pour, de manière continue, aller rechercher les derniers tarifs, voir le nombre de places qui restent sur chaque vol, etc. À droite, vous avez ce qu'on appelle les meta-search, donc Kayak, Skyscanner, Google Flight. Alors il y a beaucoup de logos, c'est pas pour jeter le blâme sur l'une d'entre elles, loin de là. C'est juste pour vous faire comprendre ou expliquer d'où provient finalement cette grosse quantité de trafic venant de robots que l'on voit sur tous ces sites web dans le domaine travel. Souvent, Kayak, Skyscanner, etc. Bon, vous allez dire pourquoi ils n'utilisent pas une API? Alors ils le font, mais souvent c'est pas suffisant. Et ces acteurs souvent disent que les données sont plus précises en allant les rechercher de manière continue sur les sites web. Donc voilà, donc ils utilisent souvent des API, mais en plus de ça, ils continuent de scraper. À gauche, vous avez des autres solutions utilisées pour fournir des services d'intelligence. Donc les compagnies aériennes elles-mêmes contractent avec eux pour avoir des services de business intelligence. Et du coup, c'est pareil, ceux-là, ils ont besoin de collecter les tarifs sur tous les sites web de toutes les compagnies aériennes. Donc ça génère un trafic énorme. Et enfin, bon, en bas, il y a aussi clairement les cybercriminels qui bon, là on le voit, on a d'autres scénarios à part le scrapping. On a également d'autres scénarios plus traditionnels qu'on voit sur d'autres secteurs, tels que les vols
de compte, donc ATO, les attaques brute force, etc., etc. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on voit en termes de scénario. On a utilisé, depuis plusieurs années, on avait déjà un partenariat avec Distill, qui est un peu considéré comme l'entreprise qui a innové dans ce secteur, hein, parce qu'il y a 6-7 ans, il n'y en avait pas beaucoup, qui était capable d'identifier à l'aide d'une solution, qui avait la technologie en tout cas, pour pouvoir identifier tous ces robots. Distill est un peu considéré comme l'inventeur. Après plusieurs années, donc au départ ça marchait très très bien. Comme j'ai dit, il y a eu une évolution très très rapide. Les dernières années, ça marchait moins bien à cause des robots qui devenaient tellement évolués. Et donc, quand Imperva a décidé de racheter Distill, pour nous, on a vu ça comme plutôt une bonne nouvelle. Car après, comme toute start-up, après plusieurs années, ils ont besoin de se réinventer, de peut-être même d'avoir plus de moyens, quoi, je veux dire. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et donc, Imperva, tout de suite, en voyant notre cas d'usage, dit ça a l'air sympa votre bataille contre les robots. Donc, est-ce que vous voulez être design partner? Donc, ce qu'on a évidemment accepté. Et donc, on a travaillé avec Imperva durant les 2 dernières années pour améliorer ce que Distill avait commencé de faire il y a 5-6 ans. Le résultat, c'est la solution Advanced Bot Protection, donc qui fait partie de la suite Sonar. Donc on utilise en plus de ça le WAF, la protection des DOS, le CSP, tout ça. Donc ça, c'est un des modules ou un des produits qui fait partie de cette plateforme. Elle protège donc contre ce qu'on appelle les automated threats, donc qui est formalisé, un peu standardisé par l'OWASP, tel que l'OWASP Top 10 par exemple. Et donc vous voyez donc les différentes catégories, ça vient également de l'OWASP, donc tout ce qui est account takeover, potential stuffing, le scrapping, le scanning en tout genre, les pots de force, etc. Alors il y a un autre scénario qu'on voit qui est assez amusant, je voulais vous en parler, qui est le seed spinning. On ne voit pas que des robots faire du scrapping, qui est plus du vol de données, on va dire, ou de l'abus, mais on voit aussi du seed spinning, qui est un cas un peu spécifique peut-être au site web des airlines. Alors c'est quoi le seed spinning? C'est les robots qui génèrent un grand nombre de pré-bookings. Donc quand on va sur le site web, quand on va jusqu'à la page de paiement, forcément dans notre système on doit réserver de manière temporaire certaines places pour que l'inventaire de la compagnie aérienne soit correct. Que si jamais d'autres personnes veulent réserver plus ou moins au même moment, on sait qu'il y a certaines places qui sont pré-allouées ou pré-réservées. Sauf que si on ne continue pas dans les 30 minutes qui suivent, qu'on ne paye pas, ces places-là ne sont pas ticketées, comme on dit, donc elles ne sont pas confirmées, et donc elles sont bloquées pendant 30 minutes, 1 heure, ça va dépendre de la politique. Donc chaque airline peut décider de conserver les pré-bookings pendant un certain temps. Sauf que il y a des acteurs un peu malveillants, de nouveau dans le secteur travel, qui ont envie d'embêter certaines airlines pour influencer l'offre et la demande. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent des robots de nouveau assez sophistiqués pour aller jusqu'à la page de paiement, donc faire comme si c'était une personne qui réserve, sauf qu'ils ne vont jamais payer. Et ils le font évidemment de manière permanente pour bloquer en fait certains vols. Et quand ils arrivent à bloquer des vols, ils arrivent à influencer leurs propres clients. Donc on suspecte que c'est sans doute des petites agences de voyage qui forcément veulent maximiser leurs revenus. Donc en faisant ça, ils sont capables d'influencer et peut-être d'obliger certains clients à les réserver ailleurs. Donc ça, c'est le seed spinning. Sauf qu'on a eu des incidents après de certains de nos clients qui étaient pas très contents parce qu'il y a des vols qui sont partis à moitié remplis, ce qui représente un coût pour eux énorme. Donc ça, c'est le seed spinning, donc c'est très intéressant. On voit des brute force, plus traditionnels. Là, c'est un exemple d'une brute force attaque qui malheureusement est passée sur un site web de réservation d'une compagnie aérienne en Asie-Pacifique, dont je ne pourrais pas dire le nom, bien sûr. Malheureusement pour eux, heureusement pour toi, Gérald, ils n'avaient pas Imperva. Heureusement pour nous aussi. Ils avaient une solution concurrente dont je ne dirai pas le nom.
mais malheureusement, leur protection anti-bot n'était pas au même niveau. Et bon, ça arrive. Là, en l'occurrence, cette brute force est passée au travers du WAF que la compagnie aérienne opère donc elle-même, et avec comme résultat que apparemment les Chinois, parce que c'est un botnet, on a pu retracer ça à des adresses IP en Chine en tout cas, ont pu récupérer donc 1,4 million ce qu'on appelle donc des record locators qui correspondent à la référence. Donc c'est la référence de votre booking ou de votre réservation. Dont certains ils ont pu faire un retrieve complet de toutes les données, donc près de 400 là, donc, voilà, donc ça arrive régulièrement. Donc dans le SOC, on voit ça, je ne vais pas dire chaque jour, mais quasi. Hein, donc ça arrive vraiment très souvent. Donc pour vous montrer depuis ici, voilà, ça le résultat de notre migration de Distill vers Imperva. Pendant 1 an, on a travaillé d'arrache-pied pour migrer tout ce qu'on avait sur Distill auparavant sur la nouvelle plateforme. Donc ça nous a pris 1 an parce qu'on a beaucoup de sites web, on a beaucoup de clients. Et dès qu'on a interagi avec les clients, ça prend toujours un peu de temps, mais toutefois, on voit que ça a été relativement simple et rapide hein, pour migrer. En moyenne, c'était 18 jours, donc c'est assez correct. On a migré plus de 50 airlines, je crois que là maintenant on est plus à 70, 80. Et les 200 sites web, c'était en février 2021, donc depuis, je pense qu'on en a bien plus que ça. Sachant qu'en tout, le périmètre qu'on couvre avec Imperva, c'est plus de 1000 sites web. Là, on parle que des compagnies aériennes. En moyenne, on a vu un impact positif de 67% de réduction sur ce qu'on appelle le look to book. Donc c'est la proportion de transactions ou de page view, si vous voulez, donc le nombre de requêtes dynamiques sur les sites web par rapport au nombre de bookings, qui normalement doit se situer dans des proportions de 150, 100, 150, 200 maximum. Sauf que là, avec notre ancienne solution Distill et les nouveaux robots qui étaient super agressifs et qui passaient, certaines airlines étaient dans des proportions 5 000, 10 000, 100 000 parfois, hein, donc c'était vraiment énorme. Donc là, en moyenne, on a réduit le look-to-book de 67%, ce qui veut dire aussi que les coûts ont forcément diminué, parce que les transactions ont un certain coût. Quand derrière, il n'y a aucune réservation, c'est juste un coût, il n'y a pas de rentrée d'argent. En moyenne, vous voyez le nombre d'attaques robotiques qu'on bloque chaque mois, hein, donc ce qui est assez considérable, 50 millions quasiment. On a même vu une amélioration de la performance. Ça, c'est un bénéfice supplémentaire. Grâce au CDN qu'on a aussi activé, on a eu une amélioration du temps de réponse, du temps de chargement, parfois très important, hein, 86%, c'est quand même considérable. Et un autre bénéfice, on a pu bloquer certaines attaques DDoS, dont la dernière en date de 152 gigabits seconde, qui est quand même déjà dans la moyenne haute. La moyenne en général c'est 50 gigas. Là, 150 gigas, c'était. Si on n'avait pas eu la solution Imperva, on pense qu'on aurait eu, ça aurait pu faire très très mal. Alors après, oui, c'est visuellement, vous voyez le drop là, qu'il faut voir de manière positive de nouveau. Donc c'est le look to book qui a diminué pour une compagnie aérienne assez importante dans la région NORAM. Donc vous voyez clairement le avant-après, c'est assez clair. Vous voyez le nombre de réservations en gris qui reste constant, malgré la période Covid et tout ça. Donc ok, il y en a beaucoup moins qu'avant, mais ça reste constant. Donc on a eu très peu de faux positifs ou de plaintes côté client. Donc ça c'est très bien aussi. Donc, parce que évidemment, si on bloque tout, on bloque les robots, mais c'est pas ça le but. Là, on a bloqué que la partie robotique qu'on ne voulait plus avoir, donc ça c'est très bien. Ça c'est un peu je veux dire la magic sauce, donc ce qu'ils font derrière. Donc bon, je pense que au niveau approche, il n'y a rien de fondamentalement nouveau. C'est plutôt la manière dont Imperva, dont la manière dont les ingénieurs donc ils ont fait un refactoring complet et ils ont mis des contre-mesures pour que toutes ces méthodes pour identifier les robots restent efficaces. Donc c'est un peu ça donc ce qu'ils ont fait. Sinon, bon, le reste, ça fonctionne comme les autres solutions
concurrente, enfin, de manière l'approche, je veux dire. Donc ils font du fingerprinting. Donc ça, c'est la base. Donc ils envoient un JavaScript qui est bien sûr obfusqué, qui n'est pas lisible par les bad guys. Et le JavaScript va identifier si c'est un navigateur légitime. Donc s'ils disent que c'est Chrome, en tout cas la personne qui visite le site web semble utiliser Chrome ou Safari, ce JavaScript va faire un fingerprint du navigateur pour vérifier qu'effectivement c'est bien un Chrome. Il n'y a pas des plugins suspects, il n'y a pas un robot derrière qui est en train de le piloter, donc c'est pas un headless Chrome. Et bon, ils vont checker énormément de points, donc ils vont prendre genre 200 ou 300 points, 300 checks au niveau du browser pour constituer une empreinte qui ensuite peut être vérifiée. Alors il y a plein d'autres petits challenges qui sont effectués. Bon, c'est un peu plus technique, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais ils ont ajouté aussi une couche de machine learning qui est assez efficace en fait, et qui permet en fait de suivre des robots encore plus avancés et qui vont peut-être être plus agiles. Donc genre s'ils changent de comportement grâce au modèle machine learning qu'ils ont ajouté, ces modèles vont s'adapter. Donc ils s'adaptent au fur et à mesure que les robots s'adaptent. Finalement, ça permet de mieux les suivre et de mieux bloquer aussi. Donc tout ça a été amélioré par rapport à Distill. Juste une chose pour montrer ce qu'ils ont amélioré, ça c'est vraiment intéressant. Ils ont ajouté une technique qu'on appelle de cyberdéception, si on veut. Donc c'est vraiment pour tromper l'ennemi. Morpheme, c'est vraiment une technique qui permet de varier ce bout de JavaScript qui va être injecté sur les plateformes des clients. Et le JavaScript va changer toutes les 5 ou 10 minutes. Donc déjà, il est masqué ou obfusqué en tout cas, donc il n'est pas lisible vraiment par quelqu'un, ou alors ça demande pas mal de travail. Mais pour rendre la tâche encore plus ardue, ils vont changer ce bout de code toutes les 5 ou 10 minutes. Donc, ce qui fait que pour ceux qui opèrent tous ces robots, s'ils essayent de comprendre tous les checks qui sont effectués, ça va devenir une tâche vraiment complexe. Voilà, après il y a plein de choses, comme j'ai dit, le machine learning, le fingerprinting a été également amélioré. Donc tout ça permet d'être beaucoup plus efficace pour plus identifier, mieux identifier tous ces robots. Donc en résumé, donc au niveau de la success story, parce que je pense qu'on peut le dire, c'est clairement, pour nous en tout cas, malgré donc les adversaires qu'on a en face de nous, on a réussi un peu à remonter, à redresser la barque, on va dire. Donc la solution est beaucoup plus sécurisée grâce aux techniques que j'ai citées juste avant. Il y a une efficacité dans l'identification des robots qui est nettement meilleure. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il couvre tout le périmètre. Donc, ce que Distill avait un peu de mal à faire. Maintenant, que ce soit le côté web ou API ou mobile, donc n'importe quel canal est bien couvert, vraiment à 100%. Donc même si on a des single page apps qui utilisent des API côté browser, donc un peu toutes ces applications modernes qui chargent la première page. Après, tout le reste, c'est des appels API. Tout ça sera protégé également, donc de manière efficace. Même les applications mobiles sont également protégées. Donc il y a une SDK qu'on intègre et ça permet de faire la même protection que ce soit le channel mobile, API ou traditionnel, donc plus web. Donc là, c'est un screenshot. En rouge, vous voyez le niveau de trafic robotique bloqué. Donc, c'est ce qu'on voit quasiment chaque jour, donc, qui est nettement plus élevé que le trafic humain. Et voilà, donc ça, c'est la conclusion. Alors, c'est pas fini. C'est un petit peu une guerre permanente. On est un peu dans les tranchées tout le temps. Et on travaille vraiment en partenariat avec Imperva. Dès qu'on voit des choses on voit qu'il y a des choses qui recommencent à passer, que les gars en face, ils ont trouvé une méthode pour contourner certaines méthodes. On a des meetings réguliers, quasiment chaque semaine, avec les équipes produits, et on les informe en continu, on dit attention, maintenant ils font ça,
Et donc, ce qui est bien, c'est ça qu'on apprécie aussi, d'ailleurs, hein, c'est qu'on peut travailler avec les équipes en charge justement de ces produits et les faire évoluer pour maintenir finalement cette efficacité. Et voilà, donc j'ai mis quelques challenges qu'on a encore devant nous. Comme pour les virus, les robots s'adaptent. Pareil, on voit des variants quasiment chaque jour apparaître. C'est un peu la même chose. Donc on a besoin vraiment de méthodes qui comme pour les vaccins, quoi, qui sont plus larges, qui ont un spectre beaucoup plus large. Donc c'est ça qu'on essaye de faire. Et l'histoire des CAPTCHA Farm, clairement, c'est un souci parce que les CAPTCHA sont toujours utilisés. On pensait que c'était efficace contre les robots, mais ça ne l'est plus. Donc on doit innover, on doit trouver de nouvelles méthodes. Alors peut-être Crypto Challenge ou un SMS. Enfin, on essaye d'inventer en fait des nouvelles réponses finalement, donc pour bloquer tous ces robots. Et le but final, c'est vraiment de casser leur modèle économique. Parce que vous avez compris que tout ça, finalement, c'est une guerre économique. Les gars en face, ils font pas ça pour le plaisir. Ils font ça pour collecter toutes ces données pour ensuite... ils ont besoin pour alimenter leur propre business. Et si, à un moment donné, si ça coûte trop cher de continuer à le faire, c'est là que je pense qu'on aura gagné. Donc c'est ça qu'on essaye de faire. Voilà, donc je ne sais pas si vous êtes pile poil à l'heure, je crois. Ou... On est pile poil. Si vous avez des questions, parce que c'est vrai que ce cas est assez unique, mais quand on est dans le retail, quand on est même dans l'industrie, on est forcément confronté aussi à ce type d'événements. La façon dont le traiter peut être différente, mais les outils sont déjà là. Et ce que je disais dès le début, le partenariat qu'on initie avec un client de ce type, il est juste extraordinaire, dans le sens où, avec Amadeus, par exemple, on a un call avec le développement, etc., et les équipes chez nous, toutes les semaines. Okay. Et c'est ce qui nous permet justement d'avancer dans la délivrance d'une solution qui répond vraiment à un besoin client. Et on s'aperçoit que ce n'est pas uniquement les réservations de billets d'avion, hein, mais vous allez chez Carrefour pendant la pandémie, vous aviez des tas de bots qui faisaient du scrapping, qui allaient chercher les informations pour la concurrence, etc. Et les attaques d'IDOS, on a même vu des choses incroyables. C'est-à-dire qu'ils prévenaient 3 jours à l'avance en disant ce week-end on s'occupe de vous. Et là vous aviez les gens de Carrefour qui étaient tout en panique en disant est-ce que vous pouvez nous faire ça pour ce week-end, nous autoriser le déplacement, etc. et puis s'occuper de notre compte. Mais voilà, il y a une intelligence derrière qui est assez incroyable. Et pendant 1 an et demi là on a découvert des choses, mais c'est juste on ne peut pas imaginer comment ils vont utiliser la technologie pour arriver à des fins comme celle-là. On découvre et c'est passionnant aussi, hein, mais je peux vous dire que ça stresse beaucoup de sociétés. Hein. Voilà, donc si vous avez des questions peut-être précises, ou sinon vous passez nous voir aussi sur le stand, hein, pour qu'on puisse peut-être parler si vous avez des projets ou des choses qui vous tiennent à cœur et qu'on puisse développer avec vous. Voilà, on est open. C'est bon? Ah, allez-y. Bonjour. Je me demandais quand est-ce que le code JavaScript est mis sur la page? C'est au retour de la réponse, quand la réponse traverse le WAF? J'ai compris le début, mais c'est... Pardon. Vous avez parlé d'un code JavaScript qui était donc intégrable aux pages. Pardon. Vous avez parlé... Oula, c'est très fort. Allez-y. Vous avez... Il y a un écho pour nous, c'est compliqué. Oui, vous avez parlé d'un code JavaScript qui est intégré aux pages. Ma question, c'est quand est-ce qu'il est intégré aux pages? C'est au retour de la réponse dans le WAF? Oui. D'accord. Ça marche? Oui. Oui, tout à fait. Donc, c'est Imberva, donc c'est le cloud WAF qui injecte le JavaScript, donc lors de la réponse. Donc, il n'y a rien à faire au niveau intégration de notre côté. Il faut juste déployer le WAF, activer donc le module ABP pour la protection anti-bot,
Et voilà, c'est tout, en fait. Après, oui, il y a toujours un peu de fine-tuning, configuration, si on veut être plus précis. Par exemple, pour configurer sur quel chemin exactement on veut appliquer une politique contre les bots. Parce que parfois, la page de paiement ne veut peut-être pas forcément être trop sévère. Enfin, nous, c'est comme ça qu'on fait. On est très sévère au début. On ne sait jamais. Si un faux positif, c'est moins grave. Plutôt que vers la fin, quand c'est la page de paiement, on n'a pas envie de présenter un CAPTCHA, clairement, parce que la personne ne va pas être contente. Donc, mais effectivement, le JavaScript est injecté donc, à l'intérieur de la réponse. Et concernant ce code JavaScript, est-ce que vous faites la détection de clics de souris ou vous considérez le temps que l'utilisateur est resté sur la page? Est-ce que ces métadonnées rentrent en compte dans l'algorithme de détection de bots ou pas? Ah ouais, c'est une bonne question, ça. C'est peut-être pour toi, Eric, d'ailleurs. Il y a un expert Imperva qui pourra répondre. C'est bon? Okay. Oui, ce qui peut paraître a priori une bonne solution d'utiliser des facteurs biométriques, c'est ça le sens de votre question. En fait, il y a des contraintes réglementaires. Plus près. Bon là? Pardon. Ouais. Oui, donc ce qui peut paraître être une bonne idée d'utiliser des facteurs biométriques, on est pénalisé aussi par des facteurs légaux, en particulier aux États-Unis, où les sites web doivent être rendus disponibles pour les personnes avec handicap. Donc tous ces mécanismes de détection comportementale sur les pages web ne sont pas forcément autorisés. Donc il y a des cabinets d'avocats aux États-Unis qui passent leur temps à poursuivre les compagnies qui ont des sites web qui ne sont pas accessibles pour tout le monde. Donc c'est assez dangereux à utiliser. On préfère éviter de les mettre en œuvre. Voilà. Merci. 1, 2, il va falloir qu'on rende l'antenne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Dernière question, si vous en avez une. Ok. Bon, ben merci en tout cas d'avoir participé. Et puis, voilà, n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà. Et bonne fin de salon. Au revoir.